Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va tenter de répondre à la question de Serval qui m'a demandé si je peux décrire un peu l'algorithme que j'ai suivi pour faire un déplacement par pixel des membres de mon équipage en parallèle de mon algorithme de pathfinding maison. Alors du coup, je ne sais pas si... Donc le déplacement par pixel, ça j'ai bien compris, mais je n'ai pas compris Serval si tu veux aussi que je développe mon algorithme de pathfinding maison. Dans le doute, on va essayer de développer un peu les deux. Sachant que mon algorithme de pathfinding maison, il marche très bien pour mon jeu, en fait, il marche pas si bien que ça. Euh, donc là, c'est l'une des premières versions du jeu que j'ai fait. Donc là, ça marche très bien, hein. Si je clique là, le personnage il se déplace, il n'y a pas de problème. Mais dans mon idée, j'avais pensé relier les deux ponts du sous-marin, ici et là. Et quand je faisais ça, ça ne marchait plus. Les personnages restaient bloqués, donc la logique est loin d'être parfaite. Et en fait, là, ça marche parce que j'ai un niveau qui est très en longueur et qui n'a pas beaucoup de hauteur. Et c'est ça qui fait que ça ne plante pas. Du coup, il mériterait d'être perfectionné, mais en tout cas pour cette configuration-là, le GZ Star, comme je vais l'appeler, mon algorithme, il marche. Bon, du coup, on va voir ça un petit peu en détail. Du coup, quand on crée un personnage, donc mon usine à personnage, elle appelle cette fonction, donc on crée la variable complexe personnage. On appelle l'usine des sprites, l'usine des sprites elle est juste en dessous. Ah oui, alors petit aparté, j'ai découvert qu'on pouvait mettre des fonctions locales ou pas. Quand c'est local, c'est la flèche bleue, et quand elle est globale, elle est rouge. L'avantage, c'est que par exemple, c'est ça que je ne comprenais pas dans le shoot'em up, l'usine à sprite, comment on pouvait faire pour l'appeler si par exemple j'en avais besoin dans un autre module. Et ben en fait, si on met la fonction globale, donc là c'est le cas ici, quand on l'appelle d'un autre module, elle est appelée, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle est locale à ce module-là, elle ne sera pas appelée par les autres modules. Donc j'ai tout intérêt à mettre mon usine à sprite en globalité, tout comme j'ai tout intérêt à mettre mes fonctions, par exemple love most pressed, quand je clique avec ma souris, en variable globale, et ce qu'elle intègre également aussi, c'est-à-dire le bouton sur lequel j'ai appuyé, le pixel X et le pixel Y, comme ça je peux récupérer cette information pour tout le programme. Alors, cela étant dit, donc on met le sprite dans l'usine à sprite qu'on insère dans la liste des sprites, ok. New perso. Une fois qu'on a fait ça, donc on récupère la tuile X et Y du personnage. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Donc en gros, il est sur quelle tuile au niveau de mon sous-marin, sachant que la tuile, la grille, pardon, elle commence avec ce point d'origine là, qui a donc une coordonnée X et une coordonnée Y. Du coup, la tuile X du personnage, donc c'est où est-ce qu'il est en pixels, moins ce point-là en pixels. Donc là, par exemple, si les tuiles font 10, il va me mettre que ça fait 30, moins ce point d'origine là. On divise par la largeur d'une tuile, on rajoute 1, parce que sinon ça fait 0, quelque chose pour la première tuile. Et la première tuile, c'est le numéro 1 et pas 0, quelque chose. Donc c'est pour ça que je rajoute 1 et après avec la fonction mathfloor, j'enlève les virgules et je ne garde que le chiffre entier 1 ou 2 ou 3 ou 4, etc. etc. Même logique pour les coordonnées Y. Le perso, il a un nom, on s'en fiche. Il a un job, on s'en fiche. Il a un état qui par défaut est en idle, mais s'il vient réparer le système, ça deviendra repair. Et s'il se déplace, ça deviendra move, si je ne dis pas de bêtises. Perso.click, c'est un booléen qui sert à savoir si on a cliqué sur le personnage ou pas, donc en gros s'il est sélectionné ou pas. Perso.targetX et perso.targetY, c'est les coordonnées de la tuile qu'il est censé atteindre. Si par exemple je lui demande d'aller sur cette tuile-là, mettre ça dans une autre couleur pour y voir quelque chose. Donc, perso.targetX, ça deviendrait 1, 2, 3, 4, et perso.targetY, ça deviendrait 1. Donc on a les coordonnées où il est à un instant T, et les coordonnées de la tuile qu'il est censé atteindre, qui par défaut sont nulles. Il n'y a pas de tuile à atteindre, et j'ai mis nul parce qu'en fait, dans ma fonction logique, je mets que si c'est nul, il n'y a pas besoin qu'il se déplace, il n'y a pas besoin qu'il atteigne ses coordonnées. Par contre, si là il y a un chiffre, c'est ces chiffres-là qu'il doit atteindre.
Ok, perso.scroll, ça c'est ce qui va me servir à déplacer mon personnage au pixel près. Et j'en profite pour vous renvoyer à ma vidéo fondamentaux du lieu à 6 sur 6, où j'ai repris beaucoup de la logique que j'avais développée ici, qui me permettait de faire scroller ma map comme ça. Parce qu'en fait, derrière, là, c'est une logique en tuile, mais ça se déplace au pixel près. Et j'avais grandement expliqué, enfin j'avais même tout expliqué, comment on pouvait passer d'une logique en tuile, où les tuiles, en fait, elles se déplacent comme ça de tuile en tuile, à une logique au pixel près. Et donc j'ai beaucoup repris la logique de ce programme, même si là c'est pas pour scroller, c'est pour déplacer le personnage au pixel près, mais ça suit la même logique, et je vous invite à aller regarder cette vidéo, donc fondamentaux du Lua 6 sur 6, où tout est très bien expliqué. Ok, perso.vx, perso.vy, ça va être la vitesse horizontale et verticale du personnage. Perso.alternate, ça va me servir pour mon algorithme de pathfinding quand il faut qu'il cherche un chemin alternatif. Et perso.energy, c'est ses points de vie. On insère ça dans la liste des personnages. Et puis on crée son bouton qui appelle un autre module qui va servir à créer le bouton, c'est-à-dire cette chose-là. Donc voilà, comme ça, chaque personnage a son bouton qui lui est propre. Je peux vous montrer ça rapidement si ça vous intéresse. Donc on crée son bouton GUI.perso qui contient des choses et qui contient surtout la fonction qui permet d'afficher ce bouton là, et comme ça dans le draw je n'ai plus qu'à mettre d'afficher la fonction button.draw et ça m'évite de réécrire 128 fois la même chose. Je pense que ça c'est typiquement un genre de la programmation orientée objet, parce qu'en fait je récupère pour tous mes personnages en fait ça me crée un objet personnage qui suit toujours la même logique. Bon, cela étant dit, maintenant qu'on a récupéré tous ces coordonnées-là, ce qu'on veut, c'est que notre personnage, il se déplace. Et donc moi, au début, je suis parti sur une logique tuile par tuile, parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, pathfinding, ok. Donc, par défaut, il n'a pas de chemin alternatif. Et s'il atteint sa destination, c'est-à-dire que si il est l'endroit, la tuile X où il se trouve et la tuile Y où il se trouve sont égales à la destination visée aussi bien en X qu'en Y, il arrive à destination et donc il s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'a plus de vitesse, il ne se déplace plus, il est automatiquement désélectionné. Ça on n'en a plus trop besoin. Il est où le programme? Il est là. Il est là même. Ah, l'ordinateur n'est pas content. L'ordinateur n'est pas content. Allons-y, relançons le programme. Donc voilà, je lui dis d'aller là. Donc là, c'est la tuile XY qui vise. Et donc quand il arrive au bout, le personnage, il est automatiquement désélectionné. Ok. Il n'a pas de chemin alternatif si jamais on le réappelle pour lancer la logique du pathfinding depuis son début. C'est-à-dire qu'au début, on avait une logique alternative qui était fausse. Alors, le système de pathfinding, donc, il tient en ça. Du coup, la première chose qu'il fait, il regarde si donc on va dire qu'il est sur cette tuile là, il regarde si il est plus à gauche que la destination, ce qui est le cas ici, et il regarde si la tuile au-delà est bien égale à 1. C'est-à-dire que si là c'est un chiffre 1, c'est une tuile qui peut atteindre, il a le droit d'aller dessus. Donc là ça serait 1. On va mettre en noir, on verra mieux. Noir. Voilà. Si c'est une tuile qui n'a pas le droit d'atteindre, c'est 0. Donc ça, c'est une tuile interdite, il n'a pas le droit d'aller. C'est les fameuses cases bleues qu'il y a sur ma carte. Donc ça, c'est une tuile interdite. Donc là, on ne le voit pas, mais derrière, il y a une grille avec un chiffre 0 et une tuile où il a le droit d'aller. C'est un chiffre 1 dans ma grille. Alors, c'est pas la même grille que celle du sous-marin. Enfin, si, c'est la même grille que celle du sous-marin, mais après, par-dessus, j'ai créé une autre grille qu'on n'a pas encore dans cette version, qui permet de savoir dans quelle pièce est le personnage. Donc voilà, 0 c'est des murs, il n'a évidemment pas le droit d'y aller, 1 c'est des cases où il a le droit d'aller, et 9 c'est des cases où il n'a pas le droit d'aller, mais on a le droit de cliquer dessus, parce que j'avais expliqué ça, donc si je clique sur le bleu, bah voilà, donc là le programme n'était pas encore débugué, donc on va essayer de cliquer
Voilà, ici ça marche. Le personnage se déplace, il se rapproche au plus près de l'endroit qu'on a cliqué. Alors que si je clique sur le blanc, il ne se passe rien. Le personnage ne se déplace pas. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nuance entre les 9 et les 0. Ok, avançons, revenons sur le pathfinding. Donc là, le personnage regarde si ses coordonnées x sont inférieures aux coordonnées x qu'il doit atteindre. C'est bien le cas, donc cette condition ici est vraie. Et donc après, il regarde si c'est bien un chiffre 1, donc c'est bien l'endroit qu'il a le droit d'aller. C'est vrai, donc P perso Vx se déplace d'une case. Et il n'a pas de chemin alternatif. Donc ça sous-entendait que si jamais il avait initié, on verra après, des chemins alternatifs, il quitte son chemin alternatif pour revenir sur la logique princeps du pathfinding. Même logique, si jamais il est plus à droite que la tuile à gauche, il va se déplacer à gauche. S'il ne peut pas se déplacer comme ça, il va regarder s'il peut se déplacer sur l'axe vertical. Donc si P perso.y est inférieur à P perso.target y, ce n'est pas le cas, donc ça c'est ignoré. Par contre, là, ses coordonnées y sont bien supérieures puisqu'il est plus bas aux coordonnées y de la tuile. Il regarde au-dessus si c'est bien chiffre 1, donc si c'est bien une case éligible où il a le droit d'aller, c'est le cas. Et s'il n'y a pas de chemin alternatif, c'est bien le cas. Je vous expliquerai après pourquoi il y a cette nuance. Et donc là, il va monter d'une case, d'une tuile. Donc là, il monte d'une tuile. Donc en fait, si on suit la logique, le personnage, comment il va se déplacer? Première étape, c'est cette condition-là qui est bonne, donc il se déplace là. Deuxième étape, il est sur le même axe X, donc là, ça c'est ignoré, puisque c'est strictement supérieur ou strictement inférieur. Donc on arrive là, c'est bien, ses coordonnées Y sont supérieures, donc il va monter d'une case, ses coordonnées sont supérieures, il va monter d'une case. Il arrive sur la case de destination, ça réinitialise tout, le système de pathfinding est terminé. Le problème qu'on a si on fait ça, c'est que si je lui demande d'aller sur cette case-là, du coup, ces coordonnées x sont bien supérieures aux coordonnées x de la tuile. Le problème, c'est que là, j'ai un 0, donc il n'a pas le droit de faire cette condition-là. Donc le personnage ignore cette condition. Du coup, il va regarder s'il peut se déplacer sur l'axe Y, mais le problème que j'ai, comme c'est strictement inférieur et strictement supérieur, le personnage, il va dire, non, moi je suis déjà sur ma bonne ligne. Donc, en gros, le personnage ne bouge plus. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que là, encore une fois, c'est strictement supérieur ou strictement inférieur. Donc bien qu'il soit, les coordonnées x ne soient pas bons, comme là c'est une tuile où il y a un 0 et qu'il n'a pas le droit de franchir, il ignore cette condition. Et là, comme il est sur la même verticale, et ça, il s'en fout, il n'en a rien à battre, il considère qu'il est arrivé sur la bonne ligne. C'est-à-dire qu'il a bien rejoint le pperso.target y, on est bien sur la bonne ligne. Donc le personnage ne se déplace plus, et c'est là que le chemin alternatif entre en jeu, et que donc c'est ces deux conditions-là que j'ai rajoutées. Et c'est là où mon système de pathfinding est imparfait, et ça marche parce qu'en fait c'est un système très long, mais si c'était un vrai carré avec autant de x et autant de y, ça ne marche plus. Mais là dans le sous-marin ça marche. Si pperso.tile y-1 pperso.tilex, donc en gros il va regarder au-dessus, c'est une case éligible, et pperso alternate inférieur à 2, donc sous-entendu quand il n'a pas de chemin alternatif, de toute façon c'est égal à 0, donc c'est bien inférieur à 2, et il va emprunter ce chemin alternatif et il va monter d'une tuile. Donc sous-entendu, là dès qu'il y a des cases bleues, il va continuer de monter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cases bleues, et comme cette condition-là est prioritaire, dès qu'il n'y aura plus de cases bleues, il va commencer à se rapprocher de la cible. Et c'est pour ça qu'on remet le chemin alternatif à 0, parce que sinon il va continuer à monter comme ça de manière infinie, il ne va jamais rejoindre sa destination. Et s'il ne peut pas monter en haut parce que là il y a une case bleue, on fait la même logique pour qu'il aille en bas. Donc s'il est entouré de 3 cases bleues, je pense que mon algorithme ne marche plus, et j'ai soigneusement évité de le faire pour que ça marche. Du coup, je réexplique rapidement. Donc la logique principale, il regarde si la cible est plus à droite, ce n'est pas le cas, c'est ignoré. Il regarde si la cible est plus à gauche, c'est le cas, mais il y a une case bleue, donc il ne peut pas y aller. Donc après, il regarde s'il était là, par exemple. Là, ça serait bon, puisque pperso. Le target se trouve inférieur à sa coordonnée. Donc là, il monterait d'une case. Pour en arriver là, mais là, bug, il est sur la même ligne. Comment faire?
et ben on lance le chemin alternatif, et donc dès qu'il y a une case bleue, et ben il monte ou il descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de case bleue. On réinitie le chemin alternatif pour qu'il reprenne la logique princeps, donc là il va monter d'une case, et là, ah bah oui, là c'est bon, il est plus à gauche, donc là c'est bon, il est plus à gauche, donc là c'est bon, et là il va regarder les coordonnées Y, ah il est plus haut, il est inférieur à la target, donc il descend. Donc voilà pour la logique par tuile. Alors après, comment on fait la logique par pixel? C'est pour ça que j'ai mis des vitesses, parce que j'avais peur que sinon ça ne marche pas. D'habitude, je fais toujours là j'aurais dû mettre, moi c'est d'habitude comme ça que je fais, je mets 60 fois dt. Parce que comme ça, comme la fonction elle appelée 60 fois par seconde, et ben ça fait 1. Mais là, je voulais vraiment garder à 1. Et je vais, pour pas avoir de nombres flottants, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais encore une fois, c'est dans la vidéo YouTube du scrolling du shoot'em up. Et pour ça, je pense qu'il faut aller dans l'update pour voir ce qui se passe. Alors, comment ça marche? Mise à jour des coordonnées de la tuile du personnage, ok, pour savoir dans quelle tuile il est à un instant T. Donc c'est là où on met la fonction modeFloor pour récupérer la tuile, non pas en pixels, mais en chiffre absolu de tuile. Si move, ok, on lance le pathfinding, ok, et perso move machin, sélection, je ne comprends plus comment ça marche. Déplacement. Donc si il doit bouger, s'il n'a pas de vitesse, on lance le pathfinding. Oui, parce que s'il a une vitesse, ça veut dire qu'il est déjà en train de bouger, d'accord. Et sinon, égal move. Alors, allez, c'est quoi la fonction move? Voilà, elle est là, la logique. D'accord. Alors, la fonction move, elle récupère la constante de temps et elle récupère le personnage qui est en train de bouger. Ok. Du coup, c'est ça. Je suppose que P perso, c'est le personnage qui est en train de bouger. Oui, c'est ça. Liste des persos de n, donc elle récupère bien le personnage n qu'on injecte dans la fonction move. Du coup, si le personnage est déjà en train de bouger, oui, c'est pour ça que j'ai fait perso.vx, ok. Donc je vous explique ça tout de suite. Donc, alors. Bon, au début, moi, je comprenais pas comment faire. Moi, j'avais la logique par tuile qui marchait, mais au pixel près, ça me saoulait. Et donc, toujours dans ces cas-là, moi, ce que je fais, et ça marche plutôt bien, c'est qu'il faut se rattacher à quelque chose de constant dans le programme. Parce que si on se rattache à quelque chose de constant, et ben, comme c'est constant par définition, ça ne changera pas. Et donc, c'est une logique qu'on peut appliquer constamment et pas de manière aléatoire. Par exemple, la vitesse, elle va changer, des fois ça sera 0, 1, 2, c'est pas constant. Et qu'est-ce qu'il y a de constant là-dedans? Et bien ce qu'il y a de constant, c'est la tuile. La tuile, elle fait 32. Bon, je mets toujours 32. Prends pas la tête. Des carrés de 32 par 32. Et ça, c'est constant. Chaque tuile fait 32 de long et 32 de haut. Du coup, le personnage, il se déplace, je vous rappelle, dans le pathfinding, on a vu d'un pixel à la fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à arriver à 32. Et à 32, il aura traversé toute la tuile, aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que là, son point d'origine, il est ici. Donc, on va essayer de regrouper ça. Mais qu'il avance de 32, parce que ça aussi, ça m'a fait chier. Parce que le problème, c'est que le personnage, quand je lui disais d'aller à gauche, je lui disais, bah, si son point d'origine arrive sur cette tuile, tu t'arrêtes. Alors à droite ça marche très bien parce qu'il se déplace de 32 pixels, au 32e pixel le point d'origine arrive là, il s'arrête. Par contre dans l'autre, il faisait qu'un pixel et puis il s'arrêtait parce que le point d'origine était là. Du coup, j'ai pas raisonné en termes de point d'origine, j'ai vraiment raisonné en termes de longueur et de largeur de tuiles qui font 32. Et je lui dis qu'une fois qu'il s'est déplacé de 32 pixels, il est arrivé sur sa tuile aussi bien à gauche qu'à droite. Quel que soit son point. Et donc là, son point d'origine, on s'en fout un peu, qu'il a atteint ou pas la tuile. Du coup, je vous rappelle que donc dans la fonction, on disait que s'il n'avait pas de vitesse, on lançait la fonction pathfinding. Et ça, c'est très intéressant de faire comme ça, parce que comme là, on raisonne par tuile, je lui donne sa vitesse, et puis jusqu'à ce qu'il n'ait pas atteint sa tuile, donc jusqu'à ce qu'il ne soit pas déplacé de 32 pixels, il va garder sa vitesse, donc soit 1, soit moins 1 sur l'axe des x, soit 1, donc il descend sur l'axe des y, soit moins 1 sur l'axe des y. C'est marqué ici.
Si il est déjà en train de se déplacer et si il n'a pas de vitesse aussi bien sur le plan longitudinal que sur le plan vertical, alors on lance cette logique pathfinding qu'on a largement détaillée et qui lui donne sa vitesse initiale, soit de une unité en haut, en bas, à droite, à gauche. Ok. Si, donc là, la vitesse du personnage est initiée. Donc là, par exemple, il veut monter. Donc ça, Vx est égal à 0. Par contre, Vy est égal à moins 1. Pour qu'il aille par là. Donc, parce que là, il va contourner. Du coup, par contre, s'il est déjà en train de bouger, mais que ses vitesses ne sont pas nulles, ce qui est bien le cas là, on lance cette fonction move, où on injecte donc le personnage et sa vitesse, et la constante de temps. Alors on y va, move. Donc la constante de temps, on peut l'oublier, j'avais renseigné le principe, mais visiblement, elle ne sert nulle part. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'origine x du personnage, elle se déplace toujours de sa vitesse, donc d'une unité. Donc hop, un pixel en haut, il a toujours sa vitesse, donc la logique est relancée. Un pixel en haut, donc la logique est relancée, jusqu'à ce qu'il arrive au 32e pixel. C'est comme ça qu'on se repère. Donc le p perso.scroll, au début, il est égal à 0, donc il s'est déplacé de 0 pixels. P perso.scroll égale 0 au début. Je le remets à 0, il s'est déplacé d'un pixel, donc là il est à 1, il s'est déplacé d'un pixel jusqu'à ce qu'on atteigne 32. Donc p perso.scroll égale 32. Si p perso.scroll est supérieur ou égal à 32, alors j'avais mis supérieur ou égal parce qu'au début je ne savais pas si j'allais garder les nombres flottants, mais là on s'en fout un peu, ça sera, vu que c'est toujours une unité, ça sera un nombre entier, donc ça sera égal 32, alors p perso.scroll est égal à 0, je remets mon marqueur de scroll à 0, donc ça devient 0, et surtout je remets ses vitesses à 0, voilà, Vx, Vy à 0. Touk touk. Et comme là maintenant les vitesses sont égales à 0, au prochain update, il va faire « Ah bah oui, les vitesses sont égales à 0. » Donc soit tu as fini de te déplacer, tu vas repasser en idle, j'ignore la condition, là ce n'est pas le cas, tu te déplaces toujours. Et comme tes vitesses sont égales à 0, je relance une nouvelle logique pathfinding. Donc à gauche, à droite, machin, bidule. Donc là, il va dire « Ah bah oui, maintenant je vais à gauche » pendant 32 pixels. Donc, et donc là, on initie la vitesse Vx qui va être égale à moins 1. Donc là, perso.scroll est toujours égal à 0, puisque c'est la logique de la tuile. Donc là, il ne se déplace pas pendant 7 frames. Prochaine update. Ah, la vitesse x n'est pas égale à 0. Du coup, j'ignore cette condition. Alors je lance la fonction move, qui va se lancer le scrolling, et donc le déplacement du personnage, puisque c'est là que le personnage se déplace réellement. En incrémentant le scroll d'une unité à chaque fois, donc premier pixel je me déplace, hop je me suis déplacé d'une fois, deuxième pixel, hop je me suis déplacé deux fois, hop là je me suis déplacé de 32 fois, qui encore une fois est constant. Ah, on est bien égal à la largeur de la tuile, je remets les vitesses à 0, le scrolling à 0 pour le prochain round, je lance ma logique pathfinding, mais je suis arrivé ici, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis arrivé à ma case? Ah bah j'ai bien atteint la ligne que je voulais et la colonne que je voulais, donc je repasse en idle, du coup quand je vais lancer le prochain update, je ne suis plus en train de bouger, donc j'ignore pathfinding et move. Ok, et puis je remets mes vitesses à 0 pour que mon personnage ne se déplace plus, je le désélectionne. Et si jamais il emprunte un chemin alternatif pour rejoindre sa destination, il n'a plus de chemin alternatif. Bon, voilà, désolé si c'était un peu fastidieux, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai développé mon GZ Star, qui encore une fois est imparfait. Je pense que pour le scrolling, il y a moyen de faire mieux, mais moi, j'ai pas trouvé moyen de faire mieux. Et si vous voulez des explications plus simples, je vous renvoie encore une fois sur le Lua, le Lua, le Lua, le Lua, le Lua, le Lua. Elles sont où mes vidéos? Donc, elles sont là. Playlist. Le Lua. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là.
Donc l'UA1, l'UA2, l'UA3, l'UA4, l'UA5, l'UA6. Donc là je reprenais mon shoot'em up en entier, avec un petit programme orienté objet si vous l'avez suivi. Et donc ce qui nous intéresse, l'UA5, ben, ça reprend le concept de la tile sheet qu'on divise en cases et qu'on injecte ensuite dans le l'UA6 où on développe la logique au début tuile par tuile pour faire défiler la carte. Puis après, frame par frame pour déplacer au pixel près. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse par avance. J'en profite pour vous dire que je voulais également faire d'autres retours d'expérience, puisque si je prends la version finale du projet Took, projet, répertoire de projet Took, oui si tu veux, tu peux enregistrer. Du coup, je voulais faire juste une petite vidéo pour gérer ça, là, les boutons, je trouvais que c'était sympa, et en fait c'est pas très compliqué à faire, donc je voulais peut-être faire un retour d'expérience là-dessus, couplé à Photoshop, parce que moi je suis pas du tout expert en Photoshop. J'avais suivi il y a bien longtemps une formation, mais c'était plutôt pour retoucher mes photos que pour créer des sprites, mais j'ai repris un peu la même logique, et donc j'ai bien envie de vous montrer comment on gère un peu la transparence des sprites et comment comme ça on peut créer la subsheet Took et du coup des trucs tout simples. Mais tu vois là par exemple ça c'est la taille réelle de l'écran, et si tu mets en adapté déjà tu vois mieux ce qui se passe, et donc tout ça c'est la transparence. Vous expliquer un peu comment on crée la transparence de l'image et donc créer la tile sheet, et comme ça le sous-marin ça lui donne l'effet animé. Vous avez testé le programme, hein, vous avez vu, il a son petit effet animé comme ça où on anime la tile sheet. Donc voilà, je voulais faire un peu ce retour d'expérience là aussi. Bon dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, parce que sinon si ça ne vous intéresse pas, je ne le fais pas, parce que c'est quand même du boulot hein, de faire tout ça, mais moi je trouve que c'est intéressant un peu de partager son expérience. Bon allez, je vous fais des bisous, on se quitte là, à très vite, et surtout bon courage pour le code, allez bye bye.